Pensez à ce que vous avez fait ce matin. Vous vous êtes peut-être levé, vous avez peut-être marché jusqu'à la cuisine en sentant les genoux un peu raides. Vous avez peut-être mis votre café à chauffer et déjà, en montant un petit escalier, vous vous êtes dit que ce n'était plus tout à fait pareil qu'avant. Vous avez sans doute mis cela sur le compte de l'âge. Et si je vous disais que ce n'est pas l'âge, mais une erreur d'organisation très précise à l'intérieur même de vos cellules, et qu'il existe une fenêtre de 11 minutes par jour, encadrée par 3 gestes que presque personne ne respecte, qui suffit à tout remettre en marche, même après 60 ans. Je suis le docteur Julien Moreau, médecin généraliste depuis 22 ans au Centre médical Saint-Rémy à Lyon. Et ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est de cette frustration que je rencontre presque chaque semaine dans mon cabinet. Des patients sérieux, motivés, qui marchent, qui vont à la salle, qui font des efforts réels et qui pourtant ne perdent pas un gramme de graisse abdominale, qui restent fatigués l'après-midi, qui dorment mal, qui voient leur glycémie grimper, malgré tout. Ils brûlent un peu de graisse pendant l'effort, ils sont fiers de leur séance, et puis le reste de la journée, leur corps cesse presque complètement de puiser dans les réserves. Ils ont, en quelque sorte, emprunté à leur journée pendant les l'entendante. Et le lendemain, la facture arrive. Creux d'énergie, envie de sucre, sommeil haché, tour de taille, qui ne bouge pas. Pour comprendre pourquoi, il faut entrer un instant dans la cellule. À l'intérieur de chacun de vos muscles vivent de minuscules centrales énergétiques qu'on appelle les mitochondries. Ce sont elles qui transforment ce que vous mangez et l'oxygène que vous respirez en énergie utilisable. Avec les années, on en perd, on en abîme, et celles qui restent travaillent moins bien. Ce n'est pas une fatalité. C'est même l'un des aspects de la santé sur lesquels on a le plus de levier après 60 ans. Mais c'est une réalité. Et la recherche moderne a mis le doigt sur un point absolument central que je voudrais que vous reteniez, parce qu'il change toute la suite. Vos mitochondries ne s'améliorent pas parce que vous faites d'exercices sautis. Dans Tassikeni sexisi. Si. Elles s'améliorent parce qu'elles perçoivent un certain type de stress suivi d'une certaine qualité de récupération. Sans ces deux conditions réunies, le mouvement, à lui seul, change étonnamment peu de choses. À l'intérieur de vos cellules musculaires, il existe une sorte de chef d'orchestre, dont le nom scientifique est PGC, un alpha. Ce n'est pas important de retenir ce nom, mais il est important de comprendre son rôle. Ce chef d'orchestre écoute en permanence 4 signaux. Il écoute le calcium qui se libère quand vos muscles se contractent. Il écoute le niveau d'énergie disponible, mesuré par un capteur appelé AMPK qui s'allume dès que les réserves descendent. Il écoute la petite vague de stress oxydatif produite par l'effort. Et il écoute les signaux adrénergiques liés au café, à l'éveil, à la concentration. Quand ces signaux arrivent ensemble et dans la bonne proportion, ce chef d'orchestre donne un ordre clair. Construire de nouvelles mitochondries, réparer celles qui existent, améliorer leur rendement. Mais, et c'est là toute la nuance, si les signaux arrivent trop fort, trop souvent, sans phase de retour au calme, il prend la décision inverse. Il ralentit le système pour le protéger. Oui, vous avez bien entendu. L'exercice peut, dans certaines conditions, ralentir votre métabolisme au lieu de l'accélérer. C'est exactement ce que je vois chez ces patients qui s'épuisent à la salle sans résultat. Leurs mitochondries ne sont pas impressionnées par l'effort. Elles évaluent simplement à quel point l'environnement leur semble menaçant ou sécurisant. Et lorsqu'on envoie ça à son nananit,
Beok dis tadan, des santé pur. Poétienne baisse permanent, le corps se met en mode survie, pas en mode adaptation. C'est ici qu'apparaissent les deux grandes familles d'exercices, et c'est ici que la plupart des gens choisissent mal. Non pas parce qu'ils manquent de volonté, mais parce que personne ne leur a expliqué la différence cellulaire entre les deux. La première famille, c'est l'effort intense, par intervalle, le fameux fractionné. Quelques minutes très soutenues, suivies d'un repos, répété plusieurs fois. La seconde, c'est l'effort doux et soutenu. La marche tranquille, le vélo en terrain plat, le jardinage actif, ce que les chercheurs appellent souvent la zone 2. Une intensité où vous pouvez encore tenir une conversation par phrase complète, mais où vous sentez que votre cœur travaille. Ces deux familles n'envoient pas du tout le même message à l'intérieur de la cellule. Quand vous faites un effort intense par intervalle, vous provoquez en quelques minutes une véritable tempête de signaux, un afflux massif de calcium dans la fibre musculaire, une chute brutale du carburant disponible, une petite poussée de stress oxydatif. Le chef d'orchestre PGC, un alpha, s'active fortement et il donne l'ordre d'augmenter la capacité respiratoire de la cellule, c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'elle peut produire au maximum. Des travaux publiés dans des revues comme Sport Medicine et le Journal of Physiology ont montré que ce type d'effort peut améliorer les enzymes mitochondriales, la citrate synthase, la cytochrome C oxydase. Je vous donne les noms parce qu'on les voit revenir dans la littérature, aussi efficacement, parfois plus, que de longues séances d'endurance, et qu'il améliore très nettement la sensibilité à l'insuline. À l'inverse, l'effort doux et continu, lui, ne fait pas exploser ces signaux. Il installe une demande métabolique persistante, régulière, basse. Une étude suivie sur 20 semaines, publiée dans une revue de sciences moléculaires, a observé chez des personnes peu entraînées une amélioration sensible de la performance, autour de 14%, mais sans véritable augmentation du nombre de mitochondries. Ce qui changeait, c'était la qualité du travail de chaque mitochondrie. Leurs enzymes devenaient plus efficaces, le stress oxydatif par unité de travail diminuait, le rendement montait. Autrement dit, l'effort doux n'ajoute pas de centrales énergétiques. Il apprend à celles que vous avez déjà à travailler calmement, sans s'épuiser. Et il améliore une chose qui me touche particulièrement quand je l'explique à mes patients âgés. Il améliore la capacité des mitochondries à fusionner entre elles, à se partager leurs ressources, à ce qu'une mitochondrie fatiguée puisse emprunter de quoi se réparer à une voisine en meilleure forme. C'est exactement comme un vieux couple qui a appris à se soutenir. Quand l'un est faible, l'autre porte. Puis, les rôles s'inversent. Ce partage silencieux à l'intérieur de vos cellules, c'est l'une des raisons profondes pour lesquelles certaines personnes traversent les décennies avec une énergie remarquable et d'autres s'écroulent à la moindre contrariété. J'aime employer une image parce que je vois bien que c'est elle qui parle le plus en consultation. L'effort intense, c'est comme rajouter des chevaux sous le capot d'une voiture. Vous gagnez en puissance maximale. L'effort doux, c'est comme améliorer le circuit de refroidissement, les freins, l'électricité. Si vous rajoutez des chevaux sans toucher au refroidissement et aux freins, le moteur va chauffer, quelque chose va lâcher, et au lieu d'aller plus vite, vous allez vous retrouver à l'arrêt sur le bas-côté. C'est précisément ce que je vois chez les personnes après 60 ans qui ne font que de l'effort intense. Elles ont la puissance, mais leur corps ne sait plus refroidir, et tout finit par chauffer. L'inflammation, le sommeil, la tension, l'humeur, parfois même le rythme cardiaque la nuit. Et c'est là, justement, que les patients m'arrêtent souvent pour me poser la vraie question. Et la graisse, docteur? La graisse du ventre. Cette graisse viscérale qui s'installe et qui n'est pas seulement une question d'apparence, mais une véritable question cardiovasculaire et hormonale. Est-ce que c'est l'effort doux ou l'effort intense qui la fait fondre?
La réponse honnête, celle que la science nous donne, est plus nuancée qu'on ne l'imagine. Une grande méta-analyse a comparé chez des adultes en surpoids l'effort intense par intervalle et l'effort modéré continu. Les deux ont amélioré de manière significative la capacité maximale du corps à oxyder les graisses, et l'écart entre les deux était bien plus petit que ce qu'on entend partout. Pourquoi? Parce qu'ils y arrivent par deux chemins différents. L'effort doux entraîne directement la machinerie de combustion des graisses, comme on s'entraîne à un geste précis. L'effort intense, lui, agrandit toute la capacité respiratoire de la cellule, et la combustion des graisses en profite indirectement. Le résultat se rejoint, mais le chemin diffère. Conclusion. Se braquer sur un seul type d'effort, c'est se priver de la moitié du bénéfice. L'histoire est la même pour le sucre, et c'est probablement l'aspect le plus important pour les personnes qui ont déjà une glycémie limite, un prédiabète ou un diabète installé. Une étude publiée dans Scientific Reports a comparé chez des sujets en forte résistance à l'insuline l'effort intense par intervalle et l'effort d'intensité modérée. L'effort intense a abaissé la glycémie à jeun et l'hémoglobine glyquée augmenté de façon marquée la présence de GLUT4. C'est la petite porte qui fait entrer le sucre depuis le sang vers l'intérieur de la cellule et améliorer la transmission du signal de l'insuline. L'effort modéré, dans ce protocole précis, n'a pas atteint la même ampleur. Mais, et c'est un mais, essentiel, ces gains sur le sucre sont apparus indépendamment de l'amélioration des mitochondries. Autrement dit, on peut très bien faire baisser sa glycémie tout en restant fragile sur le plan énergétique. Le sucre est mieux géré, mais l'énergie reste instable, le sommeil reste haché, la tolérance au stress reste basse. C'est pourquoi attaquer un seul versant ne suffit jamais. Il faut les deux, mais dans le bon ordre. Et c'est ici que je peux enfin vous révéler ce que je vous avais promis au début de cette vidéo. La méthode des 11 minutes par jour ne tient pas par les 11 minutes elles-mêmes. Elle tient par 3 éléments invisibles qui les entourent et que la quasi-totalité des gens oublient ou ignorent. Ce sont ces 3 éléments qui transforment une simple séance courte en véritable signal d'adaptation pour votre métabolisme. Le premier élément, c'est le socle. Avant même de penser à l'effort intense, il vous faut une base quotidienne d'efforts doux. Pas une performance, pas un défi. Une habitude calme. 45 minutes à 1 heure de marche tranquille chaque jour, idéalement dehors, idéalement à la lumière naturelle, à un rythme où vous pouvez encore tenir une conversation. Ce n'est pas spectaculaire. Et pourtant, c'est ce socle qui rend possible tout le reste. C'est lui qui élargit le réseau des petits vaisseaux, qui apprend au cœur à abaisser son rythme au repos, qui active ce qu'on appelle le tonus parasympathique, c'est-à-dire la partie du système nerveux qui calme, qui digère, qui répare la nuit. Sans ce socle, l'effort intense devient une agression. Avec ce socle, l'effort intense devient un signal d'adaptation. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, ce serait celle-ci. Commencez par marcher chaque jour, calmement, avant de penser à pousser quoi que ce soit. Le deuxième élément, c'est la séance courte d'intensité, 1 à 3 fois par semaine, pas davantage, et idéalement le matin ou en début d'après-midi, jamais tard le soir. C'est dans cette fenêtre que se loge la fameuse séance de 11 minutes. Il existe une méthode très étudiée, originaire de Norvège, qu'on appelle le 4x4. Vous travaillez 4 minutes à un effort soutenu, où vous êtes essoufflé mais où vous tenez, puis vous récupérez 3 minutes à intensité douce. Et vous répétez 4 fois. Le tout prend moins de 16 minutes. Échauffement compris. Si vous débutez ou si votre santé métabolique est fragile, surtout
Surtout ne commencez pas par cette version-là. Commencez par des intervalles beaucoup plus courts. 30 secondes d'effort, soutenu sur un vélo d'appartement, en marche rapide, en côte, ou sur un vélo elliptique. Puis, 2 minutes de récupération complète. Et vous répétez 4 à 6 fois. Une autre approche que j'aime beaucoup pour les personnes qui reprennent une activité, c'est la pyramide descendante. 3 minutes d'effort, puis toute la récupération nécessaire, puis 2 minutes. Récupération, 1 minute. Récupération, 30 secondes. Récupération, 20 secondes. À chaque fois, on s'autorise vraiment à redescendre. Le principe reste toujours le même. On pousse le plafond et on s'autorise à redescendre vraiment. Ce qui compte, ce n'est pas de souffrir, c'est de pouvoir retrouver une intensité haute après le repos. Si vous ne pouvez plus la retrouver, c'est le signal que vous avez assez fait pour aujourd'hui. Le troisième élément, et c'est probablement celui qui va le plus vous surprendre, c'est ce qui se passe dans les minutes et les heures qui suivent à l'effort intense. C'est l'erreur que j'ai vue passer chez tant de patients et que j'ai longtemps faite passer moi-même, sans le savoir. Après un effort intense, votre corps libère du cortisol, l'hormone du stress. C'est normal, c'est même utile sur le moment. Mais ce cortisol doit redescendre rapidement, sans quoi il continue à monter pendant des heures et il bloque, paradoxalement, l'utilisation des graisses pour le reste de la journée. Voilà la clé que personne ne vous donne. Pour signaler à votre corps que l'effort est terminé et qu'il est en sécurité. Une très petite quantité de glucides à absorption rapide juste après la séance fait une différence considérable. On parle de 15 à 20 grammes, pas davantage. Une cuillère à soupe de miel, un peu de sirop d'érable, un fruit mûr, un petit verre de jus. Cela ne va pas casser votre démarche si vous mangez peu de glucides par ailleurs, parce qu'on ne parle pas ici de carburant, on parle d'un signal hormonal. Ce petit geste fait redescendre le cortisol, et il dit à votre corps « Tu peux te remettre à utiliser tes graisses. Tu n'es plus en alerte. » Sans ce signal, votre métabolisme reste sur le qui-vive pendant des heures. Et c'est précisément à ce moment-là que la combustion des graisses, dont vous étiez si fier pendant la séance, s'éteint silencieusement. Et il y a un dernier détail, plus subtil, qui m'a moi-même pris des années à comprendre. Après un effort intense, attendez environ 2 heures avant de prendre vos compléments antioxydants concentrés. La vitamine C, en forte dose, les extraits de polyphénol, les jus très concentrés en baies, les tisanes très chargées. Votre corps a besoin de cette petite fenêtre de stress oxydatif pour stimuler ses propres défenses internes, notamment sa production de glutathion et d'une enzyme appelée superoxyde dismutase, qui est l'un des antioxydants les plus puissants que votre organisme fabrique tout seul. Si vous bloquez ce signal immédiatement avec des antioxydants venus de l'extérieur, vous empêchez votre corps de muscler ses propres antioxydants intérieurs, ceux qui vous protégeront jour après jour. Donc, après votre séance, un petit signal de sécurité avec 15 à 20 grammes de sucre rapide et 2 heures plus tard, votre vrai repas, riche en légumes colorés, en bons gras, en protéines de qualité. C'est dans cet ordre précis que tout s'enchaîne. Une journée typique, si je devais vous la décrire telle que je la propose à mes patients qui veulent reprendre la main sur leur santé métabolique après 60 ans, ressemblerait à ceci. Le matin, dès que possible, vous sortez à la lumière naturelle et vous marchez 20 à 30 minutes, calmement, avant ou après le petit déjeuner. 1 à 3 fois par semaine, en milieu de matinée ou en début d'après-midi, vous faites votre séance d'intervalle, 12 à 16 minutes, pas plus. Juste après, vous prenez votre petite portion de glucides rapides. Vous vous asseyez, vous respirez, vous laissez votre corps redescendre.
2 heures plus tard, votre vrai repas, riche en légumes, en protéines, en huile d'olive. En fin d'après-midi ou en début de soirée, vous remarchez 20 à 30 minutes, lentement, simplement pour aider votre système nerveux à basculer en mode récupération avant le sommeil. Et vous écoutez jour après jour ce que votre corps vous dit. Si le sommeil se dégrade, si les courbatures s'installent, si la motivation chute, si l'humeur descend, ce ne sont pas des échecs. Ce sont des informations précieuses. Votre corps vous demande de baisser l'intensité, pas de l'augmenter, et de revenir à la régularité. La régularité bat l'intensité. Toujours, après 60 ans plus encore qu'avant. Vos mitochondries s'adaptent à ce qu'elles perçoivent comme suffisamment sûres pour être répétées. Je vais vous redire cette phrase, parce que c'est sans doute la plus importante que je puisse vous transmettre aujourd'hui. Vos mitochondries s'adaptent à ce qu'elles perçoivent comme suffisamment sûres pour être répétées. Ni la peur, ni la souffrance, ni la performance ne les font progresser. C'est la régularité dans un climat de sécurité qui les transforme. Et cela, c'est exactement à votre portée. À 60 ans, à 70 ans, à 80 ans. Le corps n'a pas oublié comment s'adapter. Il attend simplement qu'on lui parle dans la bonne langue. Si cette vidéo vous a parlé, je vous invite à découvrir la prochaine, où je vous expliquerai pourquoi une marche tranquille après le repas du soir agit comme un véritable médicament naturel contre la résistance à l'insuline après 60 ans, et comment 10 à 15 minutes seulement suffisent à transformer la qualité de la nuit qui suit. Prenez bien soin de vous. Je suis le docteur Julien Moreau et je vous retrouve très bientôt. Le contenu de cette vidéo est proposé à titre éducatif uniquement et ne remplace en aucun cas un avis médical individualisé. Parlez-en à votre médecin avant toute modification de votre activité physique, de votre alimentation ou de vos traitements.